de torture arrêté il y a 10 mois et conduit vers une destination inconnue. Comment expliquer ce mutisme des autorités de Yaoundé? C'est une question dans un dossier que propose le journal. Nous vous invitons d'ailleurs à suivre les commentaires et analyses des uns des autres sur ce plateau autour de cette question. Le journal parle également de la région du Sud-Ouest avec Okalia Bilay qui se lave les mains. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest rencontré donc hier a dit ne pas savoir ce qui est arrivé aux journalistes d'expression anglaise. On va lire tout cela également en page 4 du journal ce matin qui parle aussi du Covid-19. Encore des solutions pour sauver. Dr Tazon, un naturopathe donc camerounais, persiste et signe qu'il détient d'ailleurs la solution pour soigner les malades du coronavirus, mais avec plusieurs points également de suspension pour comprendre un peu qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Ça reste une véritable question également ce matin à l'Assemblée nationale. Les députés déménagent. Les travaux de cette session n'auront pas lieu au Palais des Verts de Ngouaekele, mais plutôt au Palais des Congrès. C'est ce que le journal propose également ce matin. On parle aussi des réfugiés dans le même journal parlant du Cameroun, des réfugiés dans la rue. À l'origine donc une affaire de dotation que la représentation camerounaise aurait donc détourné. Tout cela dans le journal. La nouvelle expression disponible en kiosque ce matin, toujours dans la presse. On va lire donc Covid-19, c'est mutation qui dit l'amour avec le virus. Voilà dans ce que le journal propose également. Il se pose une question, comment est-ce que les couples font en ce moment de confinement et bien d'autres de pandémie? Ça reste une véritable question. Des explications seront données également pour ceux qui ont la possibilité de lire l'article, tout un dossier également proposé par le journal de la page 4 à la page 5. Le journal parle également de l'affaire Ouazizi. L'indignation prend de l'ampleur au Cameroun, c'est en page 6 du journal. D'autres informations sont contenues dans le même journal. Les Lucelles s'intéressent au Covid-19. Déjà 11 décès dans le septentrion, c'est ce que le journal propose comme chiffre ce matin, et avec d'autres cas également qui sont pris en charge. Dans le dossier proposé par le numéro, vous aurez l'occasion également de parcourir, de savoir quelles sont les mesures qui sont prises dans cette partie du pays. C'est à lire dans le journal. Et encore, dans la Damawa, il y a plutôt les hôpitaux qui sont plateaux techniques. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Le Messager parle de toute autre chose, notamment des obsèques de Victor Fosso. Danse macabre autour de la dépouille, c'est ce que le journal propose, avec un autre titre également que je vous invite à parcourir, tout en expliquant que le clan conduit par Niki Love Maptué Fosso, et notamment le collectif concentrant donc le plus grand nombre des membres de la famille et d'autres enfants aujourd'hui et des veuves également du défunt maire de Pété Bandjoun, aujourd'hui à couteau tiré carrément. Qu'est-ce qui ne va réellement pas? C'est le dossier que je vous invite également à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Le journal parle également de la clinique Marie-O avec le rétropédalage de Manaouda Malachi, c'est le ministre de la Santé publique. Qu'est-ce qui a motivé notamment la réouverture? C'est une question également que je vous invite à parcourir, dont les éléments de réponse se retrouvent dans le journal en page 9, et le journal s'intéresse également au tribalisme dans le RDPC qui est aujourd'hui en ébullition carrément, avec notamment la récente sortie de l'ancien Minfopra qui a provoqué notamment des turbulences au sein du parti au pouvoir. Qu'a-t-il dit et qu'est-ce que les autres pensent également de tout cela? Les réponses sont contenues dans le journal Le Messager de ce matin. Tout un article à lire ce jour, bien d'autres aussi. Le quotidien Le Jour parle de comment j'ai été guéri du coronavirus en présentant notamment des figures bien connues de la République, de la place publique en tout cas, ces personnalités qui ont été victimes notamment de ces virus et qui sont aujourd'hui bien portantes. On veut bien croire, avec notamment les explications des uns des autres dans le dossier proposé par le journal, le quotidien Le Jour. Et également, le journal L'économie s'intéresse au Covid-19. Les gestionnaires du fonds de solidarité rendront compte, c'est ce que le journal nous apprend également ce matin, avec également un texte. C'est entre autres ce qui ressort de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 24 décembre 2019 portant loi de finances du Cameroun pour notamment l'exercice 2020. Elle a été donc rendue publique le 3 juin 2020. On peut lire tout cela en page 2 du journal L'économie, disponible en kiosque ce matin, avec d'autres articles aussi qui parlent de l'économie, tout comme le journal Cameroun Tribune qui s'intéresse à la lutte contre le coronavirus et la reprise des classes, les directives du Premier ministre dans le dossier proposé par Cameroun Tribune ce matin. On peut comprendre que la rencontre présidée par le Premier ministre a permis de charger de voir quelques méthodes et d'insister sur des points importants, notamment la finalisation de la mise en œuvre, la mise en service des centres spécialisés des prises en charge des malades du coronavirus au Cameroun, et puis l'intensification même de la campagne de dépistage massif également proposée par les autorités camerounaises, tout cela dans le journal, et également le respect strict des mesures barrières indiquées par les membres du gouvernement. Tous ces
éléments sont contenus dans le dossier proposé par Cameroun Tribune et bien d'autres informations à lire dans la presse ce matin. Émergence parle de magistrature suprême, succession de gré à gré, réalité ou simple théorie de complot. Ça reste une question, mais 10 experts s'affrontent autour de cette question également ce matin dans le journal. Vous aussi, en parcourant le journal, vous aurez peut-être la possibilité de pouvoir donner votre avis et de faire une analyse sur la situation. Charles Etoundi, chaque État devrait donc avoir la souveraineté sur sa politique monétaire. C'est un autre article que je vous invite à lire dans le journal Émergence. Voilà ce que la presse parue à Douala nous propose également, notre rédaction en tout cas, nous propose ce matin, ce vendredi, avec Georges Semeki avec nous. Bonjour Georges. Merci, bonjour à vous, M. Ndongo, bonjour Dorian Kaminele, bonjour à tous les téléspectateurs de ce plateau, particulièrement à un de nos fidèles téléspectateurs du côté de Bonamou Sadi, c'est M. Joël Bellet, qui m'a rencontré hier dans les rues de Douala et il m'a dit tout le bien qu'il pensait de Kinok Télévision et surtout de la revue des Grandes Unes. Bonjour à vous, M. Bellet. Ils sont nombreux de toute façon, merci d'être là également. Bonjour, Kaminele. Bonjour Flavien Ndongo, bonjour Georges Semé, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Ils sont nombreux, ils sont toujours nombreux à nous témoigner de leur affection et surtout de leur intérêt quotidien à propos de ce plateau très sélectif sur notamment au niveau de la revue de la presse chaque matin. Très bien, alors nous allons commencer aussi rapidement parce qu'il y a plusieurs sujets à commenter ce matin. La nouvelle expression qui parle de la mort de Ouazizi, le silence étrange du gouvernement, c'est le titre proposé par le journal, tout en rappelant quand même que ça fait 48 heures qu'Equinox a donné en exclusivité, tout moins cette nouvelle aussi grave que celle notamment de la mort de ce journaliste décédé des suites de torture. Alors, la technique de communication du gouvernement après les boudes cumulées observées à l'extrême nord, en Garbou, et aujourd'hui Ouazizi, extrêmement frileuse. Donc on prend tout son temps pour apporter la moindre information sur un cas qui embarrasse non seulement le gouvernement, mais également l'opinion nationale et internationale. La mort du confrère Ouazizi est illustratif de cette frilosité du gouvernement à communiquer sur des questions. Mais je pense que si on est entouré d'une équipe gouvernementale au niveau du gouvernement, cette équipe gouvernementale devrait quand même orienter la communication sur une communication provisoire et conservatoire du type: écoutez, nous sommes informés de tel cas, mais nous sommes en train de mener une enquête. Nous vous donnerons plus amples informations prochainement. On devait d'abord faire ça au préalable en attendant s'élargir davantage sur une communication plus explicite. Mais ce n'est pas le cas et la plupart de nos confrères aujourd'hui sont étonnés de ce qu'il y a ce silence sur le cas Ouazizi. On espère que les officines de communication du gouvernement sont en train de se préparer certainement pour ne pas se comporter comme on l'a vu avec Garbou, où il y a eu une communication, une contre-communication. Et vous savez que le cas Ouazizi implique une fois de plus l'armée, la sécurité militaire, et il faudra s'entourer de toutes les garanties afin de donner cette fois-ci la bonne information à l'opinion nationale et internationale qui fait déjà jaser autour de ce cas. Mais je pense que les dernières sources, les dernières informations que nous avons reçues de nos sources indiquent effectivement que dans les prochaines heures, il y aura une communication cette fois-ci précise sur le cas de M. Ouazizi. Alors, l'indignation prend de l'ampleur, c'est ce que Mutation propose également comme de toute façon en petite une de sa parution de ce matin. L'indignation prend de l'ampleur, mais moi je dirais que c'est Georges Semé qui vient de parler de communication et d'information. Moi je pense qu'il y a un amalgame assez surchauffé ces derniers temps entre les deux. L'information, c'est les journalistes qui l'ont donné, Ouazizi est mort. Bon, la communication, c'est maintenant... on attend la communication du gouvernement ou du ministère de la Défense ou des responsables judiciaires pour nous dire ce qui se passe en réalité. Et moi, je pense que cette communication, la meilleure communication qui a été faite jusqu'à présent, c'est celle du rédac de Mme Maximilienne Gombe, qui n'a pas parlé de mort de façon péremptoire, mais qui a parlé de disparition. Parce que dans le cas d'espèce, on ne peut pour le moment parler que de disparition. Parce que si, depuis le mois d'août, M. Ouazizi, on ne l'a pas vu, pour que nous puissions établir qu'il est mort, il faut qu'on voit le corps, il faut que sur ce corps, on établisse effectivement qu'il est mort, soit d'une balle, soit de torture, comme Georges Semé vient de dire. Mais il faudrait qu'on établisse à ce moment, parce que jusqu'à présent, on ne fait que de la spéculation. Et là, à ce niveau, moi je pense que le rédac a fait l'un des meilleurs communiqués en demandant au gouvernement de prendre ses responsabilités et de dire ce qui s'est passé. Parce que pour le cas d'espèce,
M. Ouazizi a disparu, notre confrère Ouazizi a disparu de tous les radars en août 2019 après son arrestation. On sait très bien qu'il a été arrêté, tout le monde sait qu'il a été arrêté. On le soupçonnait de collusion avec les sécessionnistes, et il a été interrogé d'abord dans un certain nombre de structures dans le sud-ouest, et ensuite il a été conduit à Yaoundé. Que s'est-il passé? Y est-il toujours? Parce qu'il peut aussi se faire qu'il soit toujours en détention, mais en détention spéciale, c'est-à-dire qu'on le garde dans le trou. Moi je me souviens en 1990, j'ai été la personne qui a découvert que Djokam Tchameni était enfermé dans les cellules du CNR depuis 2 ans, au secret. Donc, on peut le garder là-dedans. Mais effectivement, la plus grande probabilité aujourd'hui, c'est qu'il soit effectivement mort. Mais maintenant, je pense que c'est cette levée de bouclier qu'on enregistre au Cameroun aujourd'hui qui pousse, qui a pour vocation d'amener les autorités à dire où est Bouazizi. Parce que la dernière fois qu'on l'a vu... Vous savez bien que le silence donne la possibilité à toute supputation. Non, c'est la raison pour laquelle il faut savoir quand l'événement sort. Je dis que l'émotion est forte, la levée de bouclier est légitime. Tout à fait. Mais seulement ce qu'on attend aujourd'hui, c'est que effectivement les autorités judiciaires nous disent où est Bouazizi. C'est pas à nous de décréter qu'il est mort. Il est vrai qu'on peut toujours faire de la surenchère en disant il est mort, sortez de, dis-nous vous l'avez enterré. Mais jusqu'à présent, comme le dit si bien le rédacteur, on ne peut le considérer que comme disparu. Maintenant, la responsabilité maintenant est du ministère de la Défense, puisqu'il a été certainement arrêté par les éléments de la CEMI. On dit qu'il a aussi, il est passé par les locaux du BIM avant d'être envoyé à la CEMI. On doit bien savoir, il faut qu'on nous dise où il est et qu'est-ce qu'il est advenu de lui. Alors, le journal La Nouvelle Expression s'est mis à une série de questions ce matin également dans l'édition de ce matin pour comprendre un peu s'il a été interpellé, pour quelles raisons, quels sont les motifs, s'il est mort, qu'on nous dise dans les conditions il est décédé. Il y a tout cela dans le journal. Mais avec, on parle également de ce conspiratisme de Kale Abilaye, qui est le gouverneur de la région du Sud-Ouest. Lui, il estime qu'il se lave carrément les mains, comme dit le journal. Alors, avant de répondre à votre question, je vais rajouter un tout petit peu à ce que vient de dire le doyen sur l'aspect mort ou vif du confrère Ouazizi. Je pense que je partage tout à fait votre point de vue sur la sortie du REDAC qui a été très mesurée sur sa position. Certains ont déjà donné le confrère mort, alors qu'au REDAC, on pense qu'il y a un flou autour de son statut. Et je pense que si communication il y a, il faudra qu'on nous clarifie, qu'on nous apporte les véritables, son statut de vif ou de mort. Il n'y a aucune preuve matérielle qu'il a été tué. Il n'y a aucune autre preuve matérielle qu'il est encore vivant. S'il est vivant, je crois qu'il faut qu'on nous le présente et qu'on nous en dise sur son dossier judiciaire. Mais s'il est mort, bien évidemment, il faut qu'on lui accorde une sépulture digne, mais surtout qu'on interroge toutes les responsabilités afin que toutes les sanctions soient tirées. Mais maintenant, sur le conspiratisme de Kale Abilaye, je crois qu'il est tombé là sous le coup de la compétence rationnée loti et rationnée matérielle, qui sont 2 principes fondamentaux en droit. La rationnée loti, ça veut dire qu'en raison du lieu, M. Kale Abilaye, bien évidemment, a dit que lorsque le confrère Ouazizi partait de Boya, il était en bonne santé. Donc, en raison du lieu, il n'est pas compétent pour donner une déclaration sur ce qui est arrivé sur le lieu à Ouazizi. Maintenant, sur la compétence, bien évidemment, ce n'est pas lui, puisque tous les faits qui sont aujourd'hui récriminés par la presse se sont déroulés dans une autre région où il n'est pas gouverneur. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui qu'il se lave les mains. Mais il a donné une déclaration en tant que représentant de l'État. Il va certainement porter les réserves qui sont mises sur sa table par ceux qu'il a rencontrés afin qu'il les achemine acquis de droit du côté des Yaoundé. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de conspiratisme. M. Kale Abilaye n'a dit que ce qu'il sait. Il dit qu'il sait comment arrêter Ouazizi. Il dit qu'il sait qu'on a commencé à l'exploiter dans un certain nombre de services. Et c'est qu'en quittant le Sud-Ouest, il est en bonne santé. Il a dit ce qu'il sait. Maintenant, il dit que ce qu'il sait aussi, c'est qu'il allait ailleurs. Donc, on ne peut pas lui demander de dire ce qu'il ne sait pas. Non, mais en tout cas, quand on va ailleurs, on sait quand même qu'est-ce qu'on va faire. Oui, mais la personne est dans le Sud-Est, on a envoyé l'autre personne. Le service de renseignement ne se cache pas. Dans le centre. Ce n'est plus son affaire. En tant que représentant de l'État, il va transmettre les doléances des interlocuteurs à son homologue du centre qui va certainement donner une suite. De toute façon, le journal a proposé tout un dossier sur cette question ce matin, et avec également Mutation qui a parlé notamment de ce silence qui donne la possibilité à toutes sortes de supputations. On voit bien que tout est dit autour de son soit décès ou sa disparition. Il y a ceux qui parlent de décès, disparition en même temps, mais seulement toutes les preuves, selon bien sûr la Nouvelle Expression, démontrent qu'il n'est plus en vie. Laisse croire. Voilà.
Donc, on peut lire tout le dossier dans le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Vous aurez également le temps de parcourir également ce que Bernard Okali Abilaye a dit, parce qu'il dit se laver les mains sur cette question. On parle également de l'Assemblée nationale avec les députés qui déménagent. Ils ne vont pas tenir la session de juin au lieu habituel. Ce sera plutôt au Palais des Congrès. Écoutez, depuis l'incendie qui a ravagé l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, je crois que la transhumance des députés est légion. En attendant que les travaux finissent, ils sont obligés de colmater les brèches dans leur hébergement en ce qui concerne les sessions qui tiennent aujourd'hui. Donc, ce n'est qu'un épiphénomène de ce qui est arrivé à l'immeuble siège de l'Assemblée nationale, en attendant bien évidemment que la partie chinoise qui est en train de construire le nouveau siège finisse les travaux. Camille? Épiphénomène, c'est tout à fait normal. L'Assemblée nationale ne pouvait pas siéger dans une structure en construction, donc qui a déjà été démolie de toute façon. Donc, on nous donne juste un point, on nous fait un point, mais en réalité, c'était prévisible, c'est la norme. C'est tout à fait normal que l'Assemblée nationale aille siéger ailleurs. Et le meilleur endroit pour le moment, c'est encore le Palais des Congrès. Alors, le Messager propose un titre ce matin parlant de danse macabre autour de la dépouille, des obsèques donc, de Fosso, Victor. Le journal présente donc cette situation, des enfants qui se déchirent, également des veuves aussi. Il y a celle qui occupe la mairie, de la tête de la mairie aujourd'hui, qui n'est pas en odeur de sainteté avec une bonne tranche de la famille. Ça fait un problème alors qu'il n'est pas encore inhumé. Vous savez, dans les grandes familles bourgeoises dans notre pays, c'est un phénomène presque fatal. C'est-à-dire que dès que le patriarche meurt, bien évidemment, les héritiers et les veuves se mettent à se crépigner le sillon et à se regarder en chien de faïence et à se battre pour l'héritage. Bon, pour le patriarche Fosso, on l'avait bien prévu. Les journaux étaient en train de prédire depuis sa mort que la bataille se prépare. D'abord, elle a commencé à se préparer au niveau de la mairie parce que la fille Maptué, qui a été élue maire, je vous assure que ça n'a pas été aussi facile que ça. À la limite même, son élection a été tout simplement forcée par le RDPC, mais je peux vous dire que c'était vraiment pas c'était pas facile du tout. Bon, maintenant au niveau de l'héritage, on voit aujourd'hui que le père Fosso qui a laissé une cinquantaine de veuves et une centaine d'enfants, on voit bien que ça ne va pas être facile. Si il a pris des dispositions testamentaires, oui, ça pourrait peut-être s'arranger, mais s'il n'a laissé aucun testament, comme on l'a vu dans d'autres grandes familles, même parmi lesquelles celle de Douala, je peux vous assurer qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Déjà, les veuves commencent à parler de certains enfants qui ont obtenu la levée des scellés sur la chambre du défunt. Alors, on n'entre pas dans la chambre d'un mort comme ça aussi facilement. Ça veut dire que le combat est rude. Il y a des gens qui sont déjà à pied d'œuvre pour avoir la même mise et ça ne va pas être facile du tout. Donc, on s'y attendait, on le savait. Et on sait que ça va être dur, et surtout que le plus grand héritier, Yves-Michel Fosso, qui aurait peut-être pu contenir tout ce monde, n'est pas là. Il est malade, il est à l'étranger, il est dans une situation assez compliquée de maladie. Et il faut aussi rappeler, soit dit en passant, que j'ai eu accès à certaines informations selon lesquelles le chef de l'État avait donné des instructions bien précises pour sa prise en charge, et aucune de ces instructions n'a été jusqu'à présent respectée. Et ça aussi, lui, il est en train de vivre un autre drame. Non seulement il vit le drame de la mort de son père de l'étranger, mais il y a aussi le drame maintenant de sa prise en charge. Donc, pour la succession Fosso, il faudrait peut-être s'attendre à un feuilleton du genre dynastie, où on va voir les enfants et les veuves et les neveux et les oncles. Parce que là-dedans, il y a aussi les cousins et les oncles et les en tout cas, la bataille, on voit bien. La bataille va être épique. Le journal parle de danse macabre autour de la dépouille. Il y a certains qui estiment que c'est une énième mort de Fosso Victor. Oui, et cet aspect a été relevé par l'une de ses filles qui vit aux États-Unis, Christelle Nadia Fosso, qui a considéré l'élection de sa demi-sœur à la mairie de Banjul comme la seconde mort de son père. Et c'est tout simplement emblématique de ce qu'on pense que décédé le 20 mars, le patriarche Fosso est plus célèbre, encore plus célèbre, mort que vivant. Ce du fait de cette danse macabre, ou alors des batailles intestines politiques autour du leadership, autour de son pouvoir traditionnel, autour de son pouvoir tout simple, mais également autour de sa fortune. Et ce qui a jeté le faux poutre, c'est cette correspondance adressée par par des veuves. Un collectif de veuves. Voilà, une partie de ces femmes, adressée au gouverneur de l'Ouest, où elle relevait certains faits. Vous avez évoqué le bris des scellés dans sa chambre, voilà, où certains effets ont été pris.
Et ça, c'était en prélude à l'organisation de ces obsèques prévues pour le 20 juin prochain. Alors, une partie de la famille n'est pas d'accord avec cette méthode. Elle a donc adressé une correspondance au gouverneur de l'Ouest en disant que le préfet du Koungheul était complice de tout cela et en martelant encore que c'était une minorité qui avait engagé cette démarche alors que la majorité n'était pas en honnête sainteté avec cette démarche. Donc c'est un mélodrame que vit cette famille sous fond bien évidemment de manipulation politique, mais de conflits de pouvoir financier, parce que vous savez quand même que M. Foto était l'un des hommes économiquement les plus prospères du Cameroun et il a laissé un important empire financier et tout cela, toutes ces batailles que nous observons aujourd'hui, c'est certainement pour le contrôle de son immense empire qu'il a laissé. Alors, on va lire le dossier dans le journal Le Messager ce matin. Il faut d'abord commencer par l'enterrer. Or, quand dans la préparation de ces obsèques, il y a autant de tumulte, on peut bien se demander s'il aura des obsèques dignes de son rang, de son titre, de sa richesse, de son nom. Alors, le journal Le Messager est resté avec des titres un peu fumants. Ce matin, on va parler bien sûr de ce tribalisme avec le RDPC qui est en ébullition après la sortie de l'ancien ministre de la fonction publique, Yves-Michel Angouin, qui également a évoqué le sujet et a ramené encore le sujet sur la table. Ça fait jaser également au Soni Sira. Moi, je crois que le ministre Michel Angouin a été très direct et on ne le voit pas souvent dans les rangs du RDPC où on a une peur bleue du chef et on a peur de s'exprimer sur certaines questions qui risquent de fâcher le président de la République. Mais là, il est allé s'éblir. C'est vrai qu'il n'est plus dans le gouvernement, mais il est encore membre du RDPC, il est encore quelqu'un d'influent dans ce parti et il a, à travers une interview fleuve qu'il a donnée à nos confrères du Messager, dit certaines choses que certains ne veulent pas dire au sein de cet appareil. Et je pense que la question du tribalisme est fondamentale aujourd'hui, vu la configuration sociopolitique de notre pays. Vous savez qu'avec la montée en puissance du MRC, il y a de plus en plus cet aspect du tribalisme qui est évoqué. Et pourtant, c'est une réalité qui existe même avant l'avènement du MRC. Donc, je pense qu'il a dit tout haut ce que certains pensent tout bas et il faut crever l'abcès. Il faut crever l'abcès. Nous souhaitons que le Cameroun soit un État, qu'il soit une nation et qu'on ne manipule pas la tribu à des fins politiques. Et il a dit quelque chose d'important en parlant de l'économie. Il a dit que derrière des Yaoundé, derrière des Bamileke opérateurs économiques, il y a toujours un financier qui appartient à la tribu Yaoundé. Et c'est vrai, il a dit à sa façon, mais je crois que c'est vrai. Parce que lorsque nous menons nos petites enquêtes, on observe généralement que dans certaines entreprises, il y a toujours des capitaux qui viennent de certaines régions pour alimenter les représentants d'une autre région qui sont, eux, rompus au commerce. Donc, il a dit... alors, les lectures sont faites de plusieurs façons. Bien sûr, il a dit tout ce que certains pensent. Il y a ceux qui estiment plutôt qu'il y a des liens plutôt serrés entre ces deux tribus. On veut que ce genre de sortie soit légion. Il ne faut plus qu'on ait peur de communiquer, qu'on ait peur de parler parce qu'on a peur de se faire taper sur les doigts. Il faut crever l'abcès, il faut dire la vérité au Camerounais parce qu'une société démocratique se construit sur la vérité telle qu'elle a été dite par Michel Angouin. Il faut dire que la sortie de M. Angouin a fait sursauter tout le RDPC, évidemment, de part et d'autre, c'est des cris d'orfraie et des hurlements. Mais la première vérité, entre guillemets, comme le dit Georges Semekil qui l'a dit, c'est qu'effectivement, il faudrait qu'on en finisse avec le tribalisme qui est pratiqué presque de façon systématique dans l'État, aussi bien dans les nominations que dans l'attribution d'un certain nombre de postes. Il ne dit rien que de ce qui n'a jamais été dit. On sait toujours plein de cela, qu'on retrouve toujours les mêmes, et les mêmes qui reviennent, même ceux qui sont sortis par le toit, qui ont été éjectés à cause du tripatouillage, monstres reviennent toujours, ministre, directeur ou président du conseil d'administration de cela. Il dit quelque chose qui est vrai. Bon, maintenant, s'il a attendu d'être hors du gouvernement pour le dire, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense que le bout de phrase... Alors, tous utilisent cette méthode, c'est quand ils ne sont plus au gouvernement qu'ils le font, c'est sorti. Bon, si c'est pour chatouiller de pouvoir, ou bien si c'est pour attirer le regard vers eux, on ne peut pas dire qu'il a raté son coup. Mais là où il a le petit bout de phrase, surtout, qui a mis le feu aux poudres, c'est de dire que c'est d'affirmer de façon péremptoire que derrière la réussite en affaires de chaque membre du groupe Fan Betty, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme Betty, on retrouve toujours un Bamileke. Bon, il dit quelque chose qui a fait sursauter même les Bamileke eux-mêmes, qui peuvent estimer à juste titre que c'est une insulte à leur capacité
santé. Ça veut dire que pour pouvoir faire des affaires, il faut qu'on vienne chercher l'un des leurs et que ce n'est pas normal, comme si ils sont déjà devenus incapables de pouvoir faire des affaires. Donc, la sortie de M. Michel-Ange Angui a eu cette vertu de peut-être de provoquer une tempête au sein du RDPC, mais on se demande si ça ne va pas être seulement une tempête dans un verre d'eau. D'accord. Peut-être qu'il sera lui-même éclaboussé, en tout cas, par ça se passe. Alors, donc, on peut dire également ce que le journal propose ce matin et le quotidien Le Jour qui parle de comment j'ai été guéri du coronavirus en présentant quelques visages des personnalités de la République et même de la société civile qui ont été victimes de ce virus-là et aujourd'hui en bonne santé, disent-ils. C'était un titre très chatoyant de nos confrères de Le Jour parce qu'ils ont présenté plusieurs visages d'anonymes et des personnalités que l'on connaît qui avaient le Covid-19 mais qui sont guéris. C'est un message fort quand même parce qu'on a parfois l'impression que lorsqu'on évoque la question du coronavirus, c'est synonyme de mort. Non, ce n'est pas synonyme de mort et les médecins et tous les spécialistes nous ont prouvé que c'est une maladie de laquelle on pouvait guérir. Il suffit juste de contacter à temps votre médecin qui va vous mettre sous une thérapie appropriée. Donc, nos confrères de Le Jour, à travers ce titre, lancent un message fort à tout le monde. D'abord, il ne faut pas penser que c'est une fatalité d'avoir le Covid-19. À l'époque, il y avait le sida. Tout le monde avait honte du sida, tout le monde avait peur de cette maladie. Mais aujourd'hui, elle a été presque complètement balayée par le Covid-19. Aujourd'hui, c'est le Covid-19 et le message des influenceurs que nous sommes, comme nos confrères de Le Jour, c'est de dire aux gens qu'avoir le coronavirus, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte, ce n'est pas forcément synonyme de mort et que lorsqu'on l'a, il faut se déclarer et aller se soigner afin de bénéficier des soins appropriés. Ce message tombe fort à un moment où les gens ont de plus en plus peur du coronavirus parce que quand ils voient les dernières mesures qui ont été suggérées aux responsables sanitaires de ce pays, à savoir enterrer un mort du coronavirus dans les 24 heures, le mettre, ne même pas le laver, ne même pas l'habiller, le mettre dans un linceul blanc pour laisser son visage et l'enterrer tout de suite. Il y en a qui se disent que ça c'est quelque chose de terrible. Et c'est tout comme il y en a aussi qui se disent que aller à l'hôpital aujourd'hui, dès que tu arrives à l'hôpital, tu peux attraper le coronavirus, on peut dire que tu as le coronavirus. Donc, ce message arrive à un moment où... C'est cette sorte de stigmatisation. Oui, il y a cette stigmatisation sous forme de psychose. C'est-à-dire que le fait que les gens ont même peur d'aller à l'hôpital. Parce qu'il y en a même... J'ai trouvé quelqu'un hier, un ami d'un ami qui a dit que non, si moi, dès que j'ai les maux de tête et la fièvre, je vais d'abord au village. Parce que si je meurs, commentaire au village. Parce que, donc, il y a une sorte de stigmatisation qui suscite une psychose vraiment terrifiante. Mais que le jour présente des figures de personnes qui ont été contaminées et qui ont été traités à l'hôpital et qui en sont guéris. Et l'une des personnes les plus illustres, vous le savez très bien, c'est le gouverneur de la région du littoral, M. Samuel Dieudonné Adibois, qui a chopé le virus le jour où il est allé accueillir les revenants d'Europe, qui a failli en mourir, mais qui en est sorti. Donc ça veut dire que ce message veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes infecté que vous allez forcément mourir. Donc le message est fort, il tombe bien à propos et il va certainement pousser davantage les gens à aller à l'hôpital parce qu'il y a plein de gens qui ont peur d'aller à l'hôpital aujourd'hui. Oui. Alors les médecins rassurent quand même qu'il faut aller à l'hôpital. Il y a tout un pavillon qui est réservé aux personnes victimes du coronavirus et d'autres, le reste de l'institution. Il y a des centres agréés que nous connaissons, il y a des centres spéciaux et maintenant le ministre de la Santé a proposé au Premier ministre d'adjoindre aux centres spéciaux des formations sanitaires privées qui viendront bien évidemment on parle de 5 à Douala et 2 à Yaoundé. Exactement, qui viendront améliorer le plateau technique spécial du Covid-19. D'accord, alors mutation, surtout parlant de Covid-19 également ce matin, on parle de l'amour avec le virus. Le journal se demande comment est-ce que les couples fonctionnent depuis l'avènement de cette pandémie. Alors, ce titre peut donner à sourire, ça peut prêter à sourire, mais je crois que c'est assez caricatural du drame que vivent les couples aujourd'hui dans leur foyer. Et vous savez, je vais toujours revenir sur le droit civil. Lorsque vous allez vous marier, on vous lit un article qui vous contraint à la communauté de vie. Et la communauté de vie veut dire la communauté de lit. Et avec le coronavirus, ce n'est plus possible qu'on fasse vie commune et lit commun. C'est pratiquement impossible parce que c'est une maladie hautement contagieuse. Et ce que je dis là, il n'y a pas d'exception lorsqu'on rédigeait cette loi? Non, il n'y a pas d'exception. Voilà. Il n'y a pas d'exception. Et vous savez que lorsque vous ne remplissez pas cette condition, vous pouvez être déclaré, le conjoint peut
l'autre conjoint qui est lésé peut obtenir un divorce pour faute. Et avec, je crois qu'on n'a pas prévu le Covid-19 et c'est extrêmement compliqué pour les couples aujourd'hui de vivre avec le coronavirus. Et la plupart des informations que nous avons reçues, c'est que lorsqu'un conjoint atteint le coronavirus, bien évidemment, c'est la quarantaine automatique. Mais ce n'est pas un motif, puisque ce n'est pas un motif pour ce conjoint d'aller brandir cet aspect devant le maire pour réclamer un divorce. Non, c'est une situation sociologique que nous vivons et nos confrères de mutation ont parlé d'un autre aspect du Covid-19 qui est très intéressant et que nous avions même oublié alors que nous les vivons. Donc, c'est très intéressant et je crois qu'il y a un spécialiste qui s'est exprimé sur la chose et aujourd'hui, chacun pourra s'en faire une petite idée, mais c'est extrêmement difficile aujourd'hui pour les couples de cohabiter avec cette maladie qui est hautement contagieuse. Alors, dans le dossier proposé par Mutation ce matin, Camille Nélé, il y a des acteurs, il y a des hommes et des femmes qui s'expriment pour parler un peu de comment est-ce qu'on peut gérer cette période, gérer le couple en cette période de pandémie. Mais vous savez que quand on est en couple, il est difficile d'observer les mesures barrières. C'est-à-dire que ces mesures barrières qui interdisent qu'on se traîne, ces mesures qui interdisent qu'on se donne des bises, ces mesures barrières qui interdisent qu'on honore son devoir conjugal. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile, mais moi je pense que le couple, lui qui respecte les mesures barrières, n'a pas besoin d'observer ces mesures barrières qui ne concernent pas le lit. Donc moi je pense que c'est un titre certain interpellatif, mais qui ne doit certainement pas, qui ne doit pas perturber la vie conjugale d'un couple qui n'a pas de problème. On dit que impossible n'est pas camerounais. Nous sommes à l'entrée du week-end avec ce titre de mutation. Beaucoup de couples vont d'ailleurs discuter autour de ce sujet. Il va se vendre comme des petits pains. Voilà. Donc, alors je vous invite maintenant à faire, aller faire un tour en kiosque pour être parfum de l'actualité et vous procurer notamment des tabloïds. Et je vous souhaite également de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Et en gardant la formule le vendredi soir. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez, à vous, nous nous retrouvons lundi lorsqu'il va être 9h20 sur Equinox. Bon week-end à tous.